Bienvenue dans cette nouvelle analyse. On a toutes et tous ce cas en tête, je pense. Le patient, la cinquantaine, qui arrive avec une douleur au tendon d'Achille apparue d'un coup. Il a juste voulu reprendre la course un peu vite. On fait une écho et là, l'image est, disons, pas très belle. On parle de tendinose chronique. Sauf que voilà le truc. Cette image, elle était sans doute la même il y a 6 mois, quand il n'avait absolument aucune douleur. C'est ce paradoxe qui rend les tendinopathies si complexes pour nous au quotidien, non? Cette espèce de déconnexion entre l'imagerie et le ressenti du patient. La question, c'est comment on s'y retrouve. Et si la clé, c'était d'arrêter de penser en sain ou abîmé. Si on voyait ça plutôt comme un processus. C'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui en plongeant dans le fameux modèle du continuum de la pathologie tendineuse. On va s'appuyer sur l'article de Jill Cook et de son équipe, publié en 2016. C'est une mise à jour de leur modèle initial. L'idée, c'est de voir s'il tient toujours la route et surtout ce qu'on peut en tirer pour nos patients. Tout à fait. L'idée de base, c'est vraiment de sortir de cette vision binaire. Le tendon, il n'est pas juste enflammé ou déchiré. C'est un tissu vivant qui s'adapte ou qui n'arrive pas à s'adapter à la charge qu'on lui met. Le continuum, c'est ça. C'est ce processus qui va d'une simple réaction des cellules à une surcharge jusqu'à une désorganisation, une vraie dégénérescence de la structure. Et l'article de 2016 est passionnant parce qu'il nous pousse à nous poser les bonnes questions. Si la structure ne fait pas tout, quel est le vrai rôle de la douleur? Comment elle s'articule avec la fonction? Et la question finale, bien sûr, est-ce que ce modèle peut vraiment nous aider à choisir le bon traitement pour le bon patient au bon moment? D'accord. Alors, avant de plonger dedans, c'est toujours bien de regarder ce qu'il y avait avant. Pour comprendre ce que ce modèle a apporté, il faut savoir ce qu'il a bousculé. L'article parle de plusieurs grandes théories. La plus ancienne, c'est celle de la rupture, de la microdéchirure du collagène. C'est simple, c'est une image qui parle à tout le monde. Oui, c'est le modèle mécanique pur, quoi. Je charge trop, ça casse un peu, je continue, ça casse encore et paf, la lésion. C'est une idée très intuitive, mais selon les auteurs, elle a des failles. La première, c'est que les fibres de collagène saines, in vivo, sont incroyablement solides. Elles ne se déchirent pas comme ça sans qu'il y ait eu avant des changements dans la matrice, une sorte de fragilisation du ciment entre les fibres. Attendez, ça c'est un point super important pour nous. Parce qu'on dit souvent aux patients qu'on va casser la fibrose, réaligner les fibres, mais si le collagène se renouvelle très très lentement chez l'adulte, comme le dit l'article, est-ce que cette idée de remodelage qu'on vend, ce n'est pas un peu un mythe? Disons que ça remet en question certaines de nos métaphores, c'est certain. On ne reconstruit pas un tendon comme on bâtit un mur. Par contre, il y a une idée de ce vieux modèle qui est intéressante et qui est reprise. C'est celle de la sous-stimulation. Imaginez qu'une petite partie du tendon est abîmée. Elle ne transmet plus la charge. Les cellules de cette zone, les ténocytes, sont au chômage technique. Et cette absence de stimulation, ce silence mécanique, pourrait en fait aggraver la pathologie. On va en reparler. D'accord. Donc le modèle de la microdéchirure, il est un peu bancal. Passons au deuxième suspect, l'inflammation. Le fameux débat tendinite ou tendinose, on a l'impression d'avoir passé des années à dire non, non, ce n'est pas inflammatoire, mais l'article, lui, a l'air de dire que c'est plus nuancé que ça. C'est beaucoup plus nuancé. Dire qu'il n'y a pas d'inflammation est aussi faux que de dire que c'est une inflammation comme on l'entend d'habitude. Oui, on trouve des marqueurs qu'on associe à l'inflammation, comme la COX-2, des prostaglandines, certaines cytokines. Mais la question, c'est leur rôle et surtout leur quantité. C'est juste un signal, en fait, pas forcément le moteur de l'incendie. C'est tout à fait ça. Il y a une comparaison qui est très parlante. Dans un choc septique, une inflammation énorme, le taux de cytokine peut être multiplié par 10 000. Dans une tendinopathie, on parle d'une augmentation de 1,5 fois. On ne joue pas dans la même cour, hein. Ces substances, c'est peut-être simplement le signe que les cellules du tendon sont très actives, qu'elles répondent à une charge. Ce n'est pas forcément une déclaration de guerre. Donc si ce n'est ni la rupture ni une vraie inflammation, il reste qui? J'imagine que c'est la cellule elle-même qui est au cœur du problème. Et ça nous amène au troisième modèle, celui de la réponse cellulaire, qui est la base du continuum. On y est. Ce modèle place le ténocyte, la cellule du tendon, au centre de tout. C'est le chef d'orchestre. Il maintient l'équilibre de la matrice et surtout, il est mécanosensible. Il écoute en permanence son environnement. Si la charge augmente, il s'active. Il lance un programme de production de nouvelles molécules qui attirent l'eau et font gonfler le tendon. C'est cette réponse cellulaire qui est à l'origine des tout premiers changements. C'est une tentative d'adaptation en fait.
Et c'est là qu'on arrive au nœud du problème pour nous en cabinet, non? Cette déconnexion entre l'image, la structure et la douleur. J'ai des patients tous les jours avec des échos horribles qui n'ont pas mal, et l'inverse. Comment le modèle explique ça? C'est le point clé de l'article de 2016. Il faut arrêter de penser de manière linéaire. Pathologie égale douleur. L'article le dit très clairement. Avoir une pathologie visible à l'imagerie, c'est un facteur de risque de devenir douloureux. Mais ce n'est pas une cause automatique. Une étude qu'il cite est frappante. Avoir une anomalie structurelle multiplie le risque de devenir douloureux par plus de 14. C'est énorme. C'est un tendon sur la sellette, quoi. Mais ce n'est pas une condamnation. Absolument pas. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que le meilleur prédicteur de la douleur, ce n'est pas la taille de la lésion, mais sa progression. Un tendon qui est en train de se dégrader activement a plus de chances de faire mal qu'un tendon déjà très abîmé mais stable depuis des années. Dans l'article, il y a ce schéma avec 3 cercles qui se croisent. Pathologie, douleur et mauvaise fonction. C'est une bonne manière de le visualiser. Oui, ça illustre bien toutes les combinaisons. Le cas d'école, c'est quand les 3 se chevauchent. Le patient a mal, il a une lésion et il a des déficits de force. Mais on peut aussi avoir une pathologie et une mauvaise fonction sans douleur. C'est l'athlète avec un tendon abîmé qui ne se plaint de rien, mais dont les perfs baissent. La mauvaise fonction n'est pas toujours liée à la douleur. Elle peut être la conséquence directe de l'altération mécanique du tendon. Les 3 sont liés, mais il faut les évaluer séparément. Et ça nous amène à un concept clinique que je trouve génial parce qu'il explique tellement de situations qu'on voit en pratique. La tendinopathie réactive sur dégénérative. C'est exactement le cas de notre patient de 50 ans avec sa douleur aiguë. C'est la situation la plus courante. Pour comprendre, il faut imaginer le tendon en coupe, comme sur la figure 2 de l'article. Avec le temps, une zone au centre du tendon s'est désorganisée. Les fibres sont en désordre, la matrice est de mauvaise qualité. Les auteurs la décrivent comme mécaniquement silencieuse. On peut l'imaginer comme un trou dans une tranche de gruyère. Cette zone ne transmet plus les forces. D'accord, donc on a un trou au milieu. Exactement. Maintenant, notre patient se met à la course. Il applique une charge soudaine et importante. Cette charge, elle ne peut pas passer par le trou, elle va donc se concentrer sur toute la partie saine qui est autour. On peut appeler ça le donut. Et ce donut, qui allait très bien au quotidien, se retrouve d'un coup en surcharge massive. Et c'est là que l'incendie se déclare. Il devient tendu et la douleur explose. Et la clé, elle est là. Le patient a mal à cause de son donut qui est en feu, pas à cause de son vieux trou qui, lui, est silencieux depuis des années. C'est une révélation. Parce que ça change absolument tout dans notre approche. On arrête de s'acharner sur la vieille lésion chronique. Alors, concrètement, si on traduit ça en stratégie, ça donne quoi? Pour ce patient qui débarque en pleine crise, on fait quoi? On oublie les excentriques lourds tout de suite? Ah oui, on les oublie complètement. À ce stade réactif, le donut est hypersensible. L'objectif numéro 1, c'est de calmer le jeu. La première chose, c'est la gestion de la charge. Pas un arrêt total, attention, mais une décharge relative. On trouve le niveau de contrainte qui ne provoque pas de réaction. Y aller avec des exercices lourds à ce moment-là, ou pire, une injection, c'est jeter de l'huile sur le feu. On ne ferait qu'ajouter du stress à un tissu qui est déjà en alerte maximale. D'accord, on calme l'incendie. Et après, une fois que la phase aiguë est passée, pour le stade plus chronique, on fait quoi de notre trou? C'est là que le changement de mentalité est le plus radical. L'article est très clair. La pathologie dégénérative, le trou, ne cicatrise quasiment pas chez l'adulte. L'objectif n'est donc pas de le réparer. Et c'est là qu'intervient leur fameuse métaphore, qui est peut-être la phrase la plus importante de tout l'article, traiter le donut, pas le trou. On renforce ce qui marche au lieu de s'acharner sur ce qui est cassé. Précisément. Toute notre stratégie doit viser à rendre le donut, le tissu sain, plus fort, plus robuste, plus capable de tolérer la charge. On accepte que le trou est là pour de bon et on construit plus solide autour. C'est pour ça que les programmes de chargement progressif, comme les exercices en Heavy Slow Résistance, sont si efficaces. Ils ne réparent pas la lésion, ils améliorent la capacité de la partie saine. Le modèle sépare aussi bien la gestion de la structure et celle de la douleur. Pour la douleur, l'article met en avant une technique, les exercices isométriques. Oui, parce qu'ils sont un outil formidable, surtout en phase aiguë. Le but de la gestion de la douleur, c'est de permettre aux patients de se remettre en mouvement. Le problème des approches passives, comme les anti-inflammatoires ou les infiltrations, c'est qu'elles masquent la douleur sans rien régler sur le plan fonctionnel. Le patient se sent mieux, il y retourne et il se reblesse. L'isométrique, c'est différent. Une étude sur le tendon rotulien montre que des contractions longues et maintenues peuvent provoquer une analgésie quasi immédiate qui dure plusieurs heures.
Mais en plus, il semble que ça lève une partie de l'inhibition motrice au niveau du cerveau. C'est un outil double action, il calme la douleur et il commence le renforcement en toute sécurité. En parlant d'intervention, cette vision des choses remet aussi en question certaines pratiques à la mode, comme les injections de PRP, non? Ça les rend, en tout cas, beaucoup moins logiques. Le raisonnement de l'article est imparable. Dans une tendinopathie, même dégénérative, le tendon n'est pas mort. Au contraire, il est hypercellulaire. Il y a déjà trop de cellules qui s'agitent. Alors pourquoi irait-on injecter encore plus de facteurs de croissance dans un milieu qui est déjà en effervescence? C'est contre-intuitif. Et on injecterait ça où? Dans le trou. Une zone qui ne transmet plus la tension. C'est un peu comme semer du gazon sur du béton en espérant que ça pousse. C'est très clair. Si on devait résumer, garder quelques idées pour retourner au cabinet demain avec une vision plus affûtée, ce serait quoi? Je dirais 3 points. Le premier, arrêter de se focaliser que sur l'image de l'écho. C'est un élément du puzzle, mais elle ne dicte pas le traitement. Le deuxième, quand un patient arrive en crise aiguë, pensez réactif sur dégénératif. C'est la partie saine de son tendon qui crie et c'est elle qu'il faut calmer. Et enfin le troisième, le plus important, notre boulot, ce n'est pas de réparer le trou, mais de rendre le donuts autour indestructible. C'est là qu'on a une vraie valeur ajoutée. C'est une excellente synthèse. On a une vision beaucoup plus claire de la stratégie à avoir. Et pour finir, j'aimerais lancer une dernière piste de réflexion, qui est soulevée à la fin de l'article. Les auteurs rappellent que la réponse d'un tendon à la charge est très individuelle. Ça dépend de la génétique, de l'âge. La grande question pour notre pratique future, c'est donc comment on pourrait en clinique évaluer plus précisément cette capacité de charge individuelle? Comment savoir, au-delà de la douleur, jusqu'où on peut pousser un patient en sécurité? Le jour où on aura des outils pour mesurer ça, on pourra faire de la prévention et de la rééducation vraiment sur mesure. Le prochain grand bond en avant, il est peut-être là.